Bonjour, bonjour, bonjour. Je j'ai pas de produit à vendre. Je vais juste vous parler un petit peu d'un concept, un peu général que nous on regarde à l'agence sur la question de quand je regarde un plan comme ça, ce qui nous intéresse nous, c'est d'imaginer que cette paroi qui ferme les bâtiments, qui peut être un mur, qui peut être une façade, tout d'un coup, quand on lui donne une certaine épaisseur, va générer des usages un petit peu différents. Donc cette question de la façade, cette question d'un mur habité, d'un mur programmé, on retrouve aussi dans cet ouvrage d'Arnold Darlington, qui est un ouvrage de référence sur la question aussi d'une épaisseur. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va réfléchir, on a eu sur la façade comme quelque chose qui a une profondeur, une épaisseur, alors on imagine, nous, dans les temps qui viennent, que finalement, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue d'usage, d'un point de vue de l'accueil de la biodiversité et du vivant, l'épaisseur va redevenir une vertu fondamentale des façades. Contrairement à ce qu'elle a peut-être été dans les années précédentes où la plus belle façade était forcément la plus fine, le petit papier à cigarette transparent dont on ne savait pas comment il tenait. Et finalement, cette réflexion sur l'épaisseur a quelque chose d'assez intéressant. Donc j'ai pas mal de slides, je vais aller un peu vite. Je voulais vous montrer plusieurs projets de l'agence qui regroupent, qui montrent un petit peu cette question du travail sur l'épaisseur, avec pas mal de sujets différents. Notamment, ça, c'est un bâtiment de bureau qu'on vient de livrer sur le périphérique à la porte de Saint-Ouen, où, qui est comme un grand ruban de Moebius qui vient se tourner sur lui-même, qui vient par le pli de ses branches générer des espaces assez intéressants comme ce grand pont suspendu. Donc déjà, dans la conception même, le fait de venir plier cette barre classique comme une tour, mais à l'horizontale ou comme un peigne qu'on viendrait plier, génère des espaces assez intéressants, notamment dans la profondeur, là, par exemple, de cet auditorium sous le bâtiment pont. Donc ces plis, cette épaisseur, ces manières de pouvoir grimper d'un étage à l'autre ont généré aussi des espaces intéressants, un petit peu en dehors des schémas classiques et traditionnels d'un immeuble de bureau. Mais la spécificité justement sur cette épaisseur qu'on a fabriquée, c'est le fait de plier ce bâtiment. Toutes ces façades ont une orientation différente, mais on voulait garder une conception assez répétitive. Donc vous allez voir que les études d'ensoleillement Porte de nous ont Saint-Ouen. permis de générer à peu près une trentaine d'épines de façades différentes qui viennent qui viennent changer, qui viennent s'adapter au bâtiment et dont la profondeur varie en fonction des orientations. Ça, c'est un zoom sur cette façade. On voit par exemple que tous les vitrages sont fixes et que la partie ouvrante se fait dans cette épaisseur, se fait dans cette partie, dans cette épine qui est aussi brise-soleil, donc qui a un rôle divers en fonction de la façade. On voit cette façade assez traditionnelle, enfin, qui fonctionne bien à gauche, avec des épines beaucoup plus fines sur une façade orientée avec une manière plus intéressante d'un point de vue du soleil, et puis la partie épine qui est ouverte. Quand je parle de profondeur, là, je parle de contrôle solaire, je parle d'une manière de ventiler, et puis je vais aussi creuser le bâtiment d'une manière différente pour travailler les loggias. Les loggias, tout d'un coup, deviennent aussi une profondeur de la façade, comme on le voit à cet endroit-là, et tout d'un coup, génèrent un usage pour les collaborateurs de ce bâtiment de bureau. Donc la façade, dans sa profondeur, dans son épaisseur, devient un lieu de vie pour les différents collaborateurs. Donc ça, c'était une sorte de 1er bâtiment livré, récemment. Je voudrais, raconter un petit peu cette question de la métamorphose de la tour Montparnasse, qui a été évoquée, qu'on réalise avec la nouvelle AOM. Ardel Le Bihan, Franklin Azy et donc notre agence Chartier Dalix, ce collectif de la nouvelle AOM. Cette métamorphose de la tour Montparnasse, je vais aller assez vite sur ce bâtiment emblématique avec une construction très moderne, pour l'époque, des années 72, avec un noyau béton et une façade métallique. Et ce travail qu'on a pu avoir avec le collectif, non pas de travailler ce bâtiment comme un objet de design, comme un nouveau flacon de parfum, mais d'essayer de le repenser d'abord dans sa programmation. Parce que c'est une des seules émergentes complètement privées de la ville de Paris. Si vous réfléchissez, beaucoup d'émergences du tissu haussmannien sont des bâtiments publics. Et du coup, on a eu un des fantasmes aussi, c'est de dire comment on peut dormir dans la tour Montparnasse, comment il peut installer un hôtel, notamment. Et vous allez voir comme l'épaisseur de la façade, de cette tour coupée en deux, avec une partie fût et une partie socle. Le socle avec des balcons et le fût avec une façade damier, a généré aussi le travail de cette épaisseur, une attitude vis-à-vis d'un des éléments
impactant sur la tour, qui est le vent, puisque c'est ce qui va aussi pousser et c'est ce qui va générer énormément de conflits. Mais le vent peut générer aussi tout un système intéressant et là, c'est là où vous allez voir que les cadres de cette façade, dans une attitude, dans un travail de pression-dépression, dans un travail où les cadres vont se rétrécir et s'augmenter, donc de travailler dans cette épaisseur, vont permettre de générer ces phénomènes de pression-dépression et de ventiler naturellement la façade. C'est une façade qu'on a nommée la façade éolienne puisqu'elle per elle en fonction du vent, à une certaine hauteur, le vent est multiplié par des facteurs importants, permet de ventiler et de faire rentrer le vent à l'intérieur de la façade, comme le schéma que vous pouvez apercevoir, à cet endroit-là. Donc on voit bien dans la coupe la différence de nu et donc comment l'épaisseur de la double peau, dont on sait qu'elle peut protéger les notamment, de manière assez efficace les protections solaires, va pouvoir, fabriquer quelque chose d'intéressant et cette variation de l'épaisseur va permettre de ventiler naturellement la façade. Ça, on le voit aussi sur ce plan d'étage courant. La transition entre la partie fût et la partie socle, par ce grand étage, suspendu, va nous amener à une autre conception aussi de l'épaisseur. Notre projet, on a souhaité, pour nous, le bon projet, c'est aussi celui qui allait se fabriquer et donc c'est celui qui respectait le PLU. Aujourd'hui, la tour, dans le PLU parisien, les règlements d'urbanisme, elle peut pas être épaissie. Donc en fait, la seule raison pour laquelle on peut épaissir une tour, c'est lui donner une isolation thermique. Donc l'isolation thermique que vous avez pu voir en haut par la double peau, avec ce jeu de variations, on la retrouve en bas. Mais du coup, notre volonté a été de se dire, fabriquons un espace qui va aussi valoriser les parties basses de la tour. Parce que vous savez que dans une tour, la pyramide des valeurs, elle est inversée, elle est comme ça. Et nous, on a expliqué aux gens de la tour qu'en redressant cette pyramide des valeurs et en permettant aux parties basses de trouver un espace extérieur. En effet, c'est complètement bizarre de se dire que dans une tour au 5e étage et au 42e étage, vous avez les mêmes conditions, le même bureau, alors que l'un est exposé avec une vue très lointaine et l'autre est en bas, en face de bâtiments haussmanniens qui, eux, peuvent sortir. Donc, le principe de cette épaisseur ici, c'est quelque chose d'intéressant, c'est cette double peau, c'est de venir non seulement la constituer d'un point de vue thermique, mais de venir l'épaissir encore plus pour pouvoir l'habiter. Et dans ce cas-là, vous voyez l'empreinte de la tour initiale par ces lignes ici noires, et puis cette double peau qui va devenir un espace supplémentaire à l'intérieur de la tour. Et donc là, tout d'un coup, cette épaisseur, elle est plus uniquement thermique, elle est plus uniquement environnementale, mais elle devient un lieu supplémentaire, un lieu temporé, pardon, un lieu avec un climat qui varie en fonction qu'on peut surtout utiliser à peu près dans les climats, par exemple en automne ou au printemps. On imagine qu'en été, on peut ouvrir largement et ça fait une grande terrasse, mais donc une sorte de jardin d'hiver qui va pouvoir être un espace un peu varié, un peu variable dans la tour, qui va générer un usage complémentaire. À droite, vous voyez la partie de la façade qui est la façade thermique, la façade existante, et cette épaisseur qui va générer un nouveau lieu à l'intérieur de la tour avec une vue depuis la partie bureau. Donc vous voyez, c'est vraiment 2 attitudes différentes de travail sur une épaisseur qui peut permettre de redonner et de l'usage et de la valeur thermique et de la valeur environnementale puisqu'on va pouvoir ventiler naturellement. Donc juste 1 ou 2 images pour montrer que finalement la nouvelle silhouette de la tour Montparnasse vient par là, par ses usages et par la manière dont on a, traité la façade. Je continue un petit peu sur cette question d'épaisseur et de jardin d'hiver par, des logements qu'on vient de livrer dans le 18e arrondissement. Une et qui justement avait déjà, à l'époque, imaginé ce système d'épaisseur de façade. On est tombé face à un maître d'ouvrage qui nous a demandé une certaine surface, de façade, mais la seule faisabilité possible, c'était de fabriquer un bâtiment un peu compliqué avec des coins et vous savez que les coins rentrant dans les immeubles de logement sont pas terribles parce que c'est là où il y a pas de lumière. Donc en fait, on a proposé à notre maître d'ouvrage: «Faisons un bâtiment extrêmement épais». Très épais, hors des normes, quasiment une vingtaine de mètres d'épaisseur, 21 ou 22 mètres, avec la capacité de générer un grand jardin d'hiver entre la profondeur et la façade. Donc ça veut dire qu'on leur a dit: «On va faire un bâtiment épais, on va peut-être avoir un peu moins de surface utile, mais on va avoir beaucoup plus de surface qui va être intéressante puisqu'on va donner pour chacun de ces appartements un jardin d'hiver sur chacune des 2 faces que vous voyez sur la coupe ici. C'est-à-dire, cette partie, de part et d'autre qui est l'épaisseur du bâtiment, qui est intéressante d'un point de vue thermique en hiver et ça vient d'être terminé, c'est les photos qui sortent du chantier à peine terminé avec
Thermiquement, l'hiver, je viens mettre une deuxième peau, c'est intéressant. Je peux habiter cet intermédiaire de façade et l'été, je vais pouvoir l'ouvrir largement pour me faire une grande terrasse. Et ça, c'est les photos toutes fraîches là, avec 2-3 petites maisons à l'intérieur du patio. Mais puisqu'on parle de façade, je voudrais préciser un petit peu cette dernière avec cette partie ouvrante en accordéon vitré qui vient se coulisser sur un rail. Ça, c'est un détail de la façade, cour à droite et rue à gauche. Le concept que je viens de vous expliquer, hein, la partie fermée ou la partie ouverte, l'accordéon nous permet vraiment d'avoir cette souplesse et donc par l'épaisseur, encore une fois, au lieu d'avoir une façade très, très, fine, on vient générer un usage et une isolation thermique très intéressante. Voici les détails qu'on avait pu mettre en œuvre avec, cette façade thermique à droite de grands coulissants. Le grand platelage, l'espace, semi-intérieur-extérieur qui vient varier en fonction des saisons et en fonction de l'été ou de l'hiver. Hem, la grande largeur du bâtiment nous a permis aussi de faire un bâtiment assez vitré. Ça, c'est les dernières photos qui viennent d'arriver. Donc on voit cette façade avec les grands coulissants qui est la façade thermique, j'ai envie de dire un peu traditionnelle. La compacité du bâtiment nous permet de retrouver aussi un bâtiment très vitré. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. J'ai une vue, sur un étage un peu serré, dans les parties hautes, de cette petite, paroi de double paroi coulissante et puis les systèmes, de fabrication, de voir comment on pouvait, tout replier d'un côté et de l'autre. Voilà, donc ça, c'était ce bâtiment de logement avec cette question de l'épaisseur. Je vais maintenant vous reparler d'autre chose, d'une autre manière d'épaisseur, qui est un bâtiment de bureau, de siège de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, qu'on est en train de terminer aussi dans le 12e arrondissement de Paris, à l'intérieur de l'hôpital. Où, moi, ce qui nous a intéressé aussi là-dessus, un bâtiment très simple, en triangle, qui vient générer un jardin sur la partie nord ici, entre trois bâtiments, pour ne pas confisquer l'espace, mais l'offrir, de créer ce jardin pour la communauté, et surtout de travailler quelque chose qui nous a beaucoup inspiré dernièrement dans le travail de bâtiment de bureau, c'est le balcon. Cette chose simple qu'on appelle un balcon, qui est finalement ancestral, mais qui, dans son travail, vient générer énormément de choses quand on l'a expliqué à notre maître d'ouvrage. C'est-à-dire une protection solaire, un accès d'entretien pour toute la façade sans avoir de nacelle et un espace extérieur pour tous les collaborateurs. Et vous voyez que cette épaisseur du balcon de quelque chose de très simple, on vient projeter la façade, tout d'un coup vient générer un certain nombre de plus-values pour le bâtiment. Un petit détail technique sur ces balcons qui sont un peu techniques avec une double courbure en béton qui ont été préfabriqués non, coulés en place, pardon. Seules les pointes ont été préfabriquées, coulées en place avec une courbure dans ce sens-là et une courbure dans l'autre sens qui lui donne cette légèreté. Je n'ai pas encore de photos de chantier, ce sont encore des images de synthèse, mais le projet vient à peine d'être livré. Donc, vous voyez, finalement, même sans avoir une double peau, tout d'un coup, le concept d'aller projeter la façade et de lui donner comme ça une envergure vient générer un espace complémentaire, une manière d'entretenir la façade. Et c'est cette phrase que je voulais vous soumettre aussi cet après-midi, qui est une phrase de Colin Moorcraft, un architecte des années 70, qui est, selon plusieurs avis, l'inventeur de la permaculture. Je vous rappelle que la permaculture, c'est pas uniquement l'agriculture, hein. La permaculture, c'est un concept de design qui dit que chaque élément devrait aussi souvent que possible remplir plusieurs fonctions et inversement, chaque fonction devrait être opérante de plus d'une façon. Ça veut dire qu'il ne faut pas que quelque chose soit gratuit. À chaque fois que vous concevez quelque chose en design, en architecture, et que cet élément remplit plusieurs fonctions, je vous ai parlé du balcon, un espace extérieur, une casquette thermique, un accès pour entretenir la façade, tout d'un coup, vous solidifiez votre concept de projet. Et ça me permet sur le même bâtiment de switcher, tu l'as exprimé à la deuxième partie de notre présentation, qui est la question de l'épaisseur comme aussi une manière de pouvoir accueillir le vivant, accueillir une autre échelle que l'échelle humaine, notamment sur le socle du bâtiment et du jardin que je viens de vous montrer. On a conçu ce qu'on appelle un mur biodiversitaire, qui est avec un, un brevet qu'on a déposé avec l'entreprise Vinci sur le sujet, qui est l'idée de créer un sol vertical. Et vous allez voir que c'est une obsession qu'on a depuis quelque temps à l'agence, notamment dans cette question de donner une fonction supplémentaire à mon mur, qui ne soit pas uniquement quelque chose qui tient, mais qui tout d'un coup
Voilà, un mur, ça tient. Bon, bah ça, c'est une fonction. Et si on lui en donnait une deuxième, une troisième, une quatrième, et pourquoi pas l'accueil du vivant. Donc vous avez vu là l'intérêt de cette gaufre en béton qui vient se fixer sur ce mur et qui permet de créer cette espèce de sol vertical, je vais y revenir un petit peu plus en détail, qui connecte à la fois la pleine terre et la terrasse végétalisée. Et donc, par l'intermédiaire de ce mur, vous créez un milieu continu qui est assez fondamental dans les études, notamment de continuité de la biodiversité. Ça, c'était les prototypes, qu'on a réalisés, sur le chantier et puis la pose de ce voile et le travail des jardins de Galie qui l'ensemencent, pendant la durée du chantier. Cette épaisseur, je continue, en vous montrant un hôtel logistique Sogaris et je reviendrai sur cette question de parois biodiversitaires. On avait une commande, de Sogaris, un maître d'ouvrage qui nous demande de travailler sur un hôtel industriel superposé avec un bâtiment logistique. 30 000 m², c'est un siège d'une grande entreprise de logistique du dernier kilomètre qui vient de s'installer. Sauf que c'est en ville. La logistique du dernier kilomètre, c'est la ville. Je me mets au milieu d'une ZAC, vous avez des habitations autour. Et donc là, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on va donner, comment le bâtiment va pouvoir interagir avec son environnement sans être, voilà, la plus belle boîte. Nous, on n'était pas intéressés par dessiner la plus jolie boîte vide, même si elle pouvait être magnifique. Donc en fait, ce qu'on a conçu avec Sogaris, c'est d'accepter de faire une sorte de offset, de réduire l'empreinte de la façade, de redonner une épaisseur à la façade et de faire un parc linéaire d'environ 1200 m² sur l'ensemble du site en décalant la façade et en lui proposant une première façade qui est cette treille végétalisée. Donc en fait, on a réussi à créer un parc linéaire de 1000 m² en pleine terre qui va donner aussi aux gens autour quelque chose d'intéressant, la réduction de l'îlot de chaleur et un paysage, en tout cas, un petit peu différent. Et donc vous voyez pas, avec une façade, ce qu'on appelle la façade comme, écotone. L'écotone, vous savez, c'est cette zone dans les milieux naturels qui est entre 2 milieux. C'est une plage, c'est entre l'eau et la terre et c'est souvent les milieux les plus riches et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est l'interaction entre les mondes et donc là, c'était pour vous montrer, avec le département paysage de l'agence, comme on a pu travailler sur cette zone intermédiaire qui serait entre une sorte de lisière hein, entre le bâtiment. Et donc là, sur des coupes un petit peu plus proches, l'épaisseur varie en fonction de l'orientation, en fonction de ce qu'on a, la façade domestique, la façade jardin, la façade logistique, avec cette épaisseur qui va jusqu'à 4,50 m sur la partie centrale et qui devient génératrice de réduction de l'îlot de chaleur, de biodiversité, de contemplation, pour les gens qui s'installent là, avec le travail sur une grande maille, inox, qui permet, de venir contenir. Donc vous voyez, c'est pas on peut décliner cette idée sur plein de points, pour le faire. Donc ça, c'est un livre qu'on a publié il y a quelque temps sur la question d'accueillir le vivant et je vais focuser la fin de les 10 dernières minutes de ma présentation sur ce sujet-là, qui est une recherche qu'on mène à l'agence, dont vous avez pu apercevoir le 1er travail dans le bâtiment de la PHP. Mais cette recherche, elle a pris naissance sur, l'école de la biodiversité qui se trouve à Boulogne-Billancourt, dans le quartier du Trapèze. Une commande, de la ville, un concours, avec l'idée de proposer, une prairie sur le toit de l'école, en disant: «On est dans une ville dense, rajoutons un programme supplémentaire à cette école et ce gymnase, mettons une grande prairie dessus». Là, c'est le toit de l'école, par exemple. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, vous avez entre, 30 et 1 mètre de terre, vous avez une épaisseur de terre. Jusque-là, vous allez me dire, c'est assez classique. Ça permet d'avoir, ces grandes parties de toiture de l'école comme une sorte de paysage que les enfants arpentent, qui peuvent monter sur le toit, vivre une expérience, apprendre, ce que c'est que d'entretenir des végétaux et tout d'un coup, cette école comme une sorte de paysage programmé, comme une sorte de grande toiture verte qui avec, la forêt, dans sa partie centrale. Mais puisqu'on parle de façade aujourd'hui, j'aimerais insister sur la connexion qu'on a pu réaliser entre, encore une fois, si vous vous souvenez de la coupe tout à l'heure, la partie toiture et la partie sol. Et ce mur, cette écorce épaisse qui est un des premiers parois de ce type en Europe, puisqu'aujourd'hui il est pas mal monitoré sur la manière dont on va pouvoir fabriquer un système d'écoulement de l'eau.
c'est-à-dire la façade comme processus d'écoulement de l'eau sur le bâtiment. Puisque finalement, qui dit vivant, quand vous voulez travailler avec le vivant, vous avez besoin de travailler avec l'eau. Mais quand vous faites de l'architecture, vous travaillez contre l'eau, parce que l'architecture, le bâtiment n'aime pas l'eau. Donc là, il y a un paradoxe à résoudre qui est comment je réussis à la fois travailler avec ce vivant, en imaginant qu'aujourd'hui, 2 tiers des habitants en 2050 habiteront sans doute en ville, que on dit que l'architecture est la nouvelle géographie, on dit donc là que là sûrement on a besoin de multiplier les qualités d'habitat. Et donc vous voyez cette coupe à gauche, cette image, cette petite représentation, comme un chemin de l'eau, comme façade, comme processus de ralentissement de l'eau. Et tout d'un coup, l'épaisseur de cette façade vient lui donner un autre rôle, qui est celui de ralentir le cheminement de l'eau et d'irriguer typiquement le projet. Je vous ai parlé de la question de l'échelle, de quand on s'intéresse au vivant et dans l'épaisseur. Ça, c'est un dessin que vous connaissez sans doute de Le Corbusier, du Modulor, qui avait écrit que l'architecture moderne, la seule échelle de l'architecture était celle de l'homme. Un peu celle de la voiture aussi dans les temps modernes, mais principalement celle de l'homme. Tout est à l'échelle de l'homme. On se pose la question aujourd'hui avec les nouveaux paradigmes de l'architecture, de savoir est-ce qu'il n'y a pas une autre échelle de design? Et ça, sur la façade, je pense qu'il y a des grandes questions à se poser, qui serait ouverte non pas seulement aux questions thermiques, aux questions d'usage que j'ai pu vous montrer dans les premiers projets, mais à des questions d'accueil du vivant en général, de la faune et de la flore. Quand on dessine ces blocs de béton et que tout d'un coup, les hôtels à insectes, les systèmes d'irrigation, les nichoirs deviennent votre vocabulaire, alors vraiment, vous vous mettez dans une façade à concevoir des choses qui sont élargies pour un écosystème bien plus global. Et puis du coup, ça donne ces dessins, ces photos, cet herbier qui a été réalisé par photographe Mire Muratet et puis l'écologue Audrey Muratet en venant photographier toutes les espèces du mur. Et moi, j'aime bien ces images de ce projet comme une sorte de support de cet herbier, puisque on a fait Heu, on a quand même entre 2016 et 2021, l'école a été livrée en 2016, on a refait un recensement en 2021 et on a trouvé donc 345 espèces différentes pour la faune, 206 pour la flore. Ça veut dire qu'on est quasiment à 550 espèces différentes sur cette école, sur ce lieu, ce qui est à peu près équivalent à un petit parc urbain que vous pourriez trouver dans la ville de Paris, par exemple, à l'angle de la rue. Donc ça pose quand même des questions du rôle de l'architecture, du rôle de la construction et du rôle de la conception d'une façade. Donc on a continué à travailler un petit peu suite à ça sur la question de cette recherche, de comment donner un rôle supplémentaire à une paroi, par exemple, verticale. Et notamment cette coupe, ce travail qu'on a fait avec, tout d'abord avec la matière béton, avec l'entreprise Cemex qui font du béton, notamment qui ont leur labo de recherche en Suisse. L'intérêt du béton pour la biodiversité, même si d'un point de vue carbone, il est très critiquable, et vous verrez on a repoussé aussi d'autres limites dans d'autres expérimentations, c'est son inertie thermique. Et ça fonctionne très bien. Et puis la capacité de pouvoir le mouler. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on peut à la fois tenir, nourrir, isoler, puisque aussi on avait fait ces expérimentations avec la matière, béton pour pouvoir travailler des bétons isolants. Et tout d'un coup, un monde s'ouvre sur redonner plusieurs fonctions à cette paroi verticale qui tient, qui isole, qui accueille, qui nourrit et qui, aussi génère une sorte de vocabulaire qui nous a commencé à nous intéresser, une certaine poésie de la matière qui dit que cette matière devient riche, devient support d'autre chose, devient une sorte de composite qui quasi rocheux, enfin voilà, avec des processus qui nous ont passionnés sur cette première étude. Mais on s'est dit, c'était pas suffisant de travailler avec cette matière béton, expérimentons d'autres systèmes, hein, notamment la question de la construction en terre cuite avec la brique, par exemple, à gauche, et puis aussi le système de briques monomures que vous devez tous connaître, qui est une sorte de brique extrudée, qui est un des plus importants systèmes constructifs dans le monde aujourd'hui, hein. Dans plein de pays, quand on a besoin de construire simplement, on utilise ces systèmes-là. Donc on s'est dit, si on arrivait à trouver avec ce système industriel un mode de construction intéressant, ça pourrait être assez passionnant. Donc en fait, on a contacté le Muséum d'histoire naturelle à Paris. On s'est associé avec l'école d'architecture de Paris-Malaquais. On a accueilli une doctorante à l'agence, en thèse CIFRE, et puis on s'est mis à travailler un petit peu sur ce concept de murs épais, de murs augmentés, de murs 2.0, avec un autre système constructif qui permettrait
de stabiliser un substrat vertical. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans un mur végétal traditionnel qu'on viendrait plaquer sur la façade, mais c'est la structure même du mur en brique, par exemple, Panres Boutis, qui devient l'élément de stabilité du substrat vertical aussi. Donc en fait, on a ces prototypes. On les a construits donc dans les jardins, dans des bureaux du Muséum d'histoire naturelle. On les a ensemencés et puis on a entendu un petit peu et on a été assez, surpris de voir. Alors on a fait aussi, pardon, la terre monomure, briques et pierre, hein. On était assez surpris de voir la manière dont ça fonctionnait, c'est-à-dire la partie pierre, comment est-ce que le substrat allait, se comporter en fonction de la profondeur. Donc c'est aussi une autre famille de projets que le mur de la PHP que vous avez pu regarder avec, une analyse un petit peu, de chaque, espèce, comment elle se comporte, la quantité d'hygrométrie qu'on peut fabriquer et vous voyez quand vous liez ça avec une toiture végétalisée, alors ça veut dire que la toiture végétale, l'eau peut couler à l'intérieur. Donc cette épaisseur tout d'un coup devient quelque chose d'intéressant et pour conclure, je vous montrerai le pavillon qu'on a réalisé, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant pour la Biennale d'architecture de Versailles, à la métropole pour la métropole du Grand Paris sur ce système qui est encore qui est encore là jusqu'à la fin du mois de juillet pour ceux qui ont envie de visiter cette très intéressante biennale d'architecture à Versailles. Je vous y invite, il y a pas mal d'expositions différentes sur le Grand Paris, sur le métro, sur les Jeux olympiques, aussi sur la question des matériaux, biosourcés et notamment on a eu la chance de pouvoir fabriquer ici, au bout, face au château de Versailles, ce petit pavillon assez emblématique, qu'on a choisi de travailler en circulaire, parce que alors ça, c'est un pur discours d'architecte, mais la forme du cercle est une forme assez, à la fois classique et contemporaine qui permet vraiment de s'inscrire un petit peu partout et travailler une toiture très légère dessus, ces études de maquette, avec, ce mur biodiversitaire que je vous ai montré, dans sa partie courbe. L'intérêt aussi de la courbe, c'est que vous pouvez l'ouvrir, grâce, aux rayons que vous pouvez, installer et vous pouvez la fermer un petit peu plus à l'intérieur. Donc en fait, on a été chercher des pierres au dépôt, de la ville de Paris. Donc c'est 100 de pierres recyclées qui ont été, qu'on a récupérées. Vous savez qu'ils font partie des chantiers de démolition, de divers, bâtiments. Vous pouvez aller les demander. Ils ont bien voulu nous les donner. Et donc, on a été chercher toutes ces pierres et en fonction de ces pierres, on a créé ce calpinage de ce mur, hein. Vous voyez une portion ici courbe avec une partie fermée à l'intérieur et une partie qui s'élargit, qui est bien plus ouverte dans la partie extérieure, qui peut justement accueillir ce système de biodiversité. Et donc, voilà, le début du chantier qui a eu lieu il y a quelques temps, les murs, on a travaillé avec les Fédération française de la pierre sèche, c'est-à-dire, la manière dont aussi, ce qui est intéressant dans ce mur, c'est qu'il y a pas de liant. Chaque pierre vient s'installer l'une et l'autre, c'est l'ensemble qui crée la solidité et comment, à l'intérieur de ce mur, on accueille dans la coupe un substrat vertical qui va venir permettre d'accueillir cet ensemble de plantes. On a fait un plan de palette végétale, hein, de plan de plantation pour pouvoir l'installer et puis le planter et montrer comment tout d'un coup, ce mur en pierre sèche par une épaisseur supplémentaire, de passer de 40, 50 à 60 centimètres peut, ben, voilà, faire quelque chose de différent, accueillir, une végétalisation et donc nous avons posé cette toiture dessus, avec une tôle, voilà, ce qui donne là, cette toiture dessus posée, simplement avec une tôle nervurée qui fait que quand il pleut, chaque nervure devient un élément d'irrigation qui vient, percoler et tomber sur le mur et l'arroser, en partie verticale. Voilà, je voulais conclure un petit peu cette présentation, sur cette image, de l'intérieur où les pierres sont resserrées, par rapport à l'extérieur où elles sont ouvertes, pour, vous inviter à réfléchir sur cette question de l'épaisseur qui, porte beaucoup de vertus en soi pour nous. On l'a vu d'un point de vue environnemental, d'inertie, heu, d'isolation thermique, d'un point de vue d'usage où tout d'un coup ça va créer un espace extérieur, un espace supplémentaire de vie, que ce soit dans des logements ou dans du travail. Et puis, en s'épaississant, en prenant cette fonction supplémentaire, elle peut aussi générer un accueil, de la biodiversité, un accueil d'un vivant en général. Donc voilà, peut-être que c'est un sujet dans nos réflexions futures qu'il faudra, creuser un petit peu plus. Merci beaucoup de votre attention.